Mardi 28 janvier, bonsoir à tous. Merci d'être des nôtres sur RTI 1, les titres du 20h. Le premier séminaire gouvernemental 2020 s'est tenu hier lundi au palais présidentiel d'Abidjan. Lors de la clôture, le chef de l'État est revenu sur les acquis de la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Des axes prioritaires ont été fixés. Ils portent entre autres sur la sécurité, la cohésion et la paix. À Dakar, la capitale sénégalaise, plus d'une centaine de parlementaires de 17 pays prennent part à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Elle s'est ouverte ce matin sous la présidence de l'Ivoirien Amadou Soumaoro, président en exercice de cette Assemblée parlementaire francophone. La Côte d'Ivoire ambitionne d'être autosuffisante en riz d'ici à 2025. Le pays importe à ce jour 50% de ses besoins en riz. Rien que pour 2019-2020, 1 500 000 tonnes seront importées pour plus de 300 milliards de francs CFA. Le dossier EcoPlus s'intéresse ce soir à ce sujet en retraçant le circuit de la production rizicole. Et puis le Burkina Faso de nouveau en deuil après une attaque meurtrière contre un village du nord du pays. Le bilan fait état de 10 à 50 civils tués selon les différentes sources. Bienvenue à tous. Cet après-midi, le roi de l'Indénié Djuablin, Sa Majesté Nana Boa Kwasi III, a une rencontre avec le chef de l'État. Accompagné des chefs de canton, le 17e roi de l'Indénié est allé traduire au président Alassane Ouattara la reconnaissance de ces populations de l'Est de la Côte d'Ivoire pour les actions de développement de leur région, autant dans le domaine des infrastructures de base telles les centres de santé, les écoles, l'adduction en eau potable et aussi pour l'autonomisation des couches vulnérables que sont les femmes et les jeunes. L'Indénié se félicite particulièrement de cette dynamique que connaît la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, porte-parole du chef de l'État pour la circonstance, nous donne ici l'essentiel de la rencontre. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu en audience cet après-midi Nana Boa Kwasi III, roi de l'Indénié, entouré de chefs de canton et des membres de sa cour. Au cours de cette audience, Nana Boa Kwasi III a tenu à remercier le chef de l'État, à le féliciter pour la bonne conduite des affaires de l'État, pour le développement et la paix que la Côte d'Ivoire enregistre. Sa Majesté a tenu à exprimer sa fierté au chef de l'État, en raison du succès que le chef de l'État remporte à la tête du pays. Il s'est réjoui de ce que, à la tête du pays, tout le pays est en développement. Et le peuple de l'Indénié, tout l'Est de la Côte d'Ivoire, comme l'ensemble du pays, connaît un regain de dynamisme en raison des infrastructures et de la croissance. Il a tenu à remercier le chef de l'État pour le choix qu'il a porté sur des hauts cadres du Zanzan, du Djuablin, de l'Indénié, du Sud Komoué, qui, aux côtés du chef de l'État, font un travail remarquable. Il a formulé des vœux pour que le chef de l'État ait la santé et qu'il puisse avoir toujours la force de conduire la Côte d'Ivoire dans la paix et la stabilité. En retour, le chef de l'État a exprimé sa reconnaissance à Sa Majesté Nana Boa Kwasi III, qui depuis toujours l'a soutenu et lui a apporté assistance et conseil. Le chef de l'État lui a fait l'état de la nation, la situation du pays, tant sur le plan national que sur le plan international, le succès que la Côte d'Ivoire remporte. Il a également formulé le vœu que le Nana Boa Kwasi III, ainsi que l'ensemble des rois et chefs du village, apportent leur soutien pour que la Côte d'Ivoire continue dans la paix et dans la fraternité. Voilà, le ministre de la Culture et de la Francophonie nous faisait ici le point de la rencontre du roi de l'Indénié Djuablin, Sa Majesté Nana Boa Kwasi III, et le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président était aussi hier au premier séminaire gouvernemental de cette année dont il a présidé la clôture. Sur la table, l'élaboration du plan d'action prioritaire 2020. Alassane Ouattara a fixé 5 axes stratégiques, entre autres l'intensification de la lutte contre la vie chère et le renforcement de la sécurité. Chiram Kofi Aboula. Pour un nouveau départ dans la continuité face aux nouveaux défis, de cette assertion, le premier séminaire gouvernemental au titre de l'année 2020 tire tout son sens.
Rencontre tenue ce lundi à la salle des pas perdus du palais présidentiel avec pour objet l'adoption du PAP, plan d'action prioritaire. Les travaux se sont déroulés autour de plusieurs axes stratégiques définis par le président Alassane Ouattara, comme par exemple la sécurité, la cohésion sociale et la paix, ainsi que l'intensification de la lutte contre la vie chère pour le bonheur des populations. Les principales actions ou activités à mettre en œuvre devront favoriser l'accès équitable de tous les citoyens à la justice, la promotion et le respect des droits de l'homme, la consolidation de la cohésion sociale, la sécurité des biens et des personnes face à la menace terroriste, l'accès à des services publics de qualité et innovants, le rayonnement national et international de la Côte d'Ivoire, l'intégration régionale et la pratique de la bonne gouvernance. Il s'agira également d'élaborer le PND 2021-2025, de réaliser le 5e recensement de la population et de l'habitat, du renforcement de l'accès à l'information, notamment à travers la mise en place de la télévision numérique terrestre TNT, et de poursuivre la mise en œuvre des réformes institutionnelles dans tous les domaines. L'occasion s'est voulue opportune pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de saluer une fois de plus la sollicitude plus que jamais rassurante du président Alassane Ouattara dans la conduite des affaires de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce séminaire a permis de procéder des actions prioritaires du gouvernement au titre de l'année 2020, suivant les 5 axes stratégiques fixés par vos soins, afin d'inscrire de façon durable la Côte d'Ivoire dans une dynamique de croissance forte et soutenue au profit de toute la population ivoirienne. L'un des enjeux majeurs de l'efficacité de l'action gouvernementale qu'il nous faudra relever demeure la rigueur dans la gestion des finances publiques, à l'effet de contenir le déficit budgétaire dans la limite communautaire de 3% en 2020, et ceci conformément au programme économique et financier que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international. Le chef de l'État, lui, s'est félicité de la tenue de ce séminaire en encourageant les membres du gouvernement à persévérer dans l'effort. Il a indiqué être fier des performances réalisées. Le gouvernement a fait d'importants efforts dans le sens de la modernisation de notre pays et de la transformation de l'économie ivoirienne depuis ma prise de fonction en 2011, dans les conditions que nos compatriotes, je suis sûr, n'ont pas oubliées. Les acquis en matière de paix, de sécurité, de réconciliation, de mise en place d'institutions, de croissance économique forte et inclusive doivent être consolidés tout au long de cette année. Les grands chantiers qui ont permis de réaliser les importants progrès de ces dernières années doivent être accélérés. Il s'agit notamment de la poursuite de politiques macroéconomiques et financières saines. La gestion macroéconomique a été quasiment parfaite. J'ai rarement vu un pays avoir une performance aussi forte sur autant d'années. Ces performances sont exemplaires et je suis particulièrement fier de mon gouvernement et je tiens à le dire publiquement pour nos concitoyens. Rappelant pour terminer que les succès du gouvernement ne peuvent se réaliser que par la solidarité de tous, le président de la République a appelé à un comportement citoyen pour les élections à venir. Et le président Alassane Ouattara de préciser que ça sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de prouver encore aux yeux du monde sa maturité politique et continuer ainsi de mériter la confiance des investisseurs étrangers. On se rend maintenant à Dakar, au Sénégal, à plus de 2000 km de la Côte d'Ivoire, pour l'ouverture ce matin de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les travaux sont dirigés par Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en sa qualité de président en exercice de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ces assises sont placées sous le thème central de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Mahama Traoré est notre envoyé spécial sur place. Son reportage. Dans l'espace francophone,
Des millions d'enfants ne sont pas encore déclarés à l'état civil. Pour les parlementaires de la zone, il est grand temps de mettre un terme à ce phénomène. La question est même au cœur de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, ouverte ce mardi à Dakar, au Sénégal. La Côte d'Ivoire fait de gros efforts pour que tous les enfants soient déclarés dans les 3 mois qui suivent leur naissance. Il y a déjà eu la loi pour les enfants apatrides, comme on les appelle sur le plan de la loi. Cette loi était déjà votée. C'est l'application qu'il faut accélérer. On attend quand même que l'APF se prononce là-dessus, comme d'ailleurs elle a toujours fait, pour que ce problème soit quand même dépassé, qu'il soit derrière nous. Parce qu'on ne peut pas être né sans identité. L'identité est plus qu'importante pour un individu. Outre la déclaration des enfants à l'état civil, bien d'autres sujets sont à l'ordre du jour de cette réunion du bureau de l'APF, notamment la modernisation des statuts de l'institution, le réchauffement climatique ou encore la réponse à apporter aux défis sécuritaires dans le Sahel. Au regard de tels enjeux, l'institution a un rôle de premier plan à jouer, selon son président, Amadou Soumaoro. À l'heure où les institutions internationales sont malmenées, voire remises en cause, il est important de montrer que l'APF est une institution agile, réactive et transparente. Si notre action politique s'inscrit au service du progrès humain et du dynamisme de l'espace francophone, nous aurons une attention particulière pour la jeunesse. C'est pourquoi je propose que la feuille de route qui sera la nôtre ait comme objectif premier d'apporter les conditions nécessaires à l'épanouissement et à l'émancipation de la jeunesse. La francophonie célèbre cette année son 50e. Les festivités se tiendront en mars au Niger avant la tenue de la 46e session de l'APF prévue en juillet à Rabat au Maroc. Restons sur place à Dakar. Avant la rencontre de ce matin, Amadou Soumaoro a échangé avec son homologue sénégalais Moustapha Niasse en leur qualité respective de président et de vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les 2 personnalités ont planché sur la réunion du bureau. Mahama Traoré. Le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, se réunit à Dakar, au Sénégal, pour 2 jours de travaux. En prélude à ces assises, le président de l'Assemblée nationale du pays hôte, Moustapha Niasse, en sa qualité de vice-président de l'APF, est donc venu échanger sur l'ordre du jour et les grandes articulations de ces travaux avec Amadou Soumaoro, le président de l'APF. La francophonie est un mouvement tellurique, c'est-à-dire qui marche au son et au rythme des mouvements de la terre. Parce que la francophonie est un idéal universel qui couvre l'ensemble des 5 continents. Rares sont les organisations qui existent aujourd'hui et qui ne s'occupent pas de régler des conflits, comme l'Organisation des Nations Unies, créée maintenant il y a 75 ans, mais qui consacrent leur activité, leurs idées, leurs réflexions, leur synthèse et les motifs de leur unité à l'homme, à son génie. Cette réunion du bureau de l'APF portera sur le thème de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Il sera demandé aux parlementaires de faire le point de la situation dans leurs pays respectifs. Une centaine de parlementaires issus de 17 pays de l'espace francophone prendront part à ces travaux qui s'ouvrent ce mardi. Des travaux qui se sont donc effectivement ouverts aujourd'hui, mardi, au Sénégal. Ici, en Côte d'Ivoire, l'actualité dans le secteur des douanes est dominée par la semaine des douanes ivoiriennes. Les agents de douane se sont engagés ce mardi à recouvrir près de 2000 milliards de francs CFA, objectif assigné par le gouvernement. Et pour ce faire, les structures douanières ont été équipées et des réformes prises pour rendre plus efficace le cordon douanier. Lanciné Bakayeko. En 2019, les douanes ivoiriennes ont répondu pleinement aux attentes de l'État et des usagers, notamment en matière de collecte et de recouvrement de l'impôt des portes, de protection de l'économie, de surveillance du territoire douanier et de facilitation des échanges commerciaux. Au titre des recettes douanières, sur un objectif de 1846 milliards, nous avons pu réaliser
1832 milliards. Au titre de la protection des populations, nous avons saisi plus de 15 tonnes de cannabis, plus d'une centaine de tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Au titre de la protection de l'économie, nous avons saisi des devises en équivalent CFA de plus de 3,1 milliards de nos francs. Ces résultats ont été obtenus grâce à l'appui du gouvernement qui a doté la douane de moyens performants de lutte contre la fraude, comme ces scanners à l'aéroport d'Abidjan. Ce dispositif sera renforcé avec le renouvellement du scanner à l'importation au port d'Abidjan, l'installation d'un scanner à Takikro et la vidéosurveillance aux frontières. L'objectif provisoire pour l'année 2020 est fixé à 1990,95 milliards de francs CFA, en hausse de 158,4 milliards, soit 8,6% par rapport à 2019. Un vrai challenge au regard de l'environnement mondial particulièrement défavorable cette année, à cause notamment du niveau beaucoup plus important qu'anticipé des cours du pétrole, de l'affaiblissement de la croissance mondiale et évidemment en raison de l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique APE. Un challenge que le général Pierre-Alphonse Da et ses troupes entendent relever. Un autre secteur dont la Côte d'Ivoire attend beaucoup, le tourisme. Le pays figure au nombre des 49 États africains invités au 11e Forum touristique sur les investissements et les opportunités d'affaires en Afrique, Investour. Il se tient en marge de la 40e édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid. Le point de notre envoyé spécial en Espagne, Cheikh Koné. Moment historique pour la Côte d'Ivoire. La signature de cette convention d'accord entre l'Organisation mondiale du tourisme OMT et le gouvernement ivoirien à travers son ministère du tourisme vient confirmer la tenue à Abidjan de la première édition du Forum mondial de l'OMT sur l'investissement touristique en Afrique du 20 au 22 février prochain. C'est une reconnaissance de la politique de paix et de stabilité de notre pays, mais surtout un encouragement pour la Côte d'Ivoire qui accueille de nombreux investissements directs étrangers. Et donc dans de tels contextes, on ne peut que se réjouir et dire que nous sommes prêts à les accueillir et à faire de la Côte d'Ivoire cette terre de là où partira de nouveaux investissements plus accrus et plus édifiants pour tout le continent africain. Le choix de la Côte d'Ivoire pour organiser cet important forum intervient après le succès des tables rondes organisées à Dubaï et Hambourg qui ont permis d'obtenir environ 3 500 milliards de francs CFA de promesses d'investissement direct étranger dans le secteur touristique ivoirien. La participation à Investour répond à cette stratégie qui consiste à aller à l'assaut des investisseurs. À Investour, c'est une occasion unique pour tous les acteurs de premier plan, les gouvernements de nos différents pays, d'avoir à venir à la rencontre des investisseurs et des fonds d'investissement ainsi que des tours opérateurs et des acteurs prépondérants. À partir du moment où nous nous retrouvons dans ce tel contexte, c'est une occasion pour nous d'avoir avant notre destination. Le principal objectif d'Investour est de promouvoir le développement durable en Afrique tout en favorisant la discussion des possibilités d'investissement d'affaires sur le continent. Selon l'OMT, l'industrie touristique en Afrique enregistre une belle croissance avec une contribution à hauteur de 10,4% du PIB total du continent et emploie près de 24,3 millions de personnes. Nous sommes mardi, le dossier EcoPlus de ce soir s'intéresse à la filière riz. La Côte d'Ivoire peine à s'autosuffire. Elle importe 50% de riz pour satisfaire ses besoins alimentaires. La prévision d'importation pour 2019-2020 est de 1 500 000 tonnes pour un coût d'environ 300 milliards de francs CFA. Le pays vise l'autosuffisance d'ici à 2020. Mais quelles sont les difficultés de la filière riz? Qu'est-ce qui est fait pour atteindre cet objectif d'autosuffisance? EcoPlus retrace la chaîne de la production ivoirienne et c'est un dossier signé Noël Niagno. Le riz blanchi. Les statistiques commerciales suggèrent que le niveau de consommation avoisine
les 70% par an et par habitant en Côte d'Ivoire. Résultat, le riz est la denrée alimentaire la plus prisée, avec des enjeux en rapport avec sa nature. Le riz est une denrée stratégique pour la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire et la stabilité sociale des ménages. Or, la production nationale ne couvre que 50% de la demande intérieure en constante progression de 7% l'an. Pour combler ce gap, la Côte d'Ivoire importe du riz tous les ans depuis des décennies après l'embellie de 1976 et la sensible remontée de 2012 à 2016. Tenez, pour la période 2019-2020, les prévisions d'importation sont de l'ordre de 1 500 000 tonnes contre 1 400 000 tonnes en 2017-2018, pour un coût d'environ 300 milliards de francs CFA. Seulement voilà, selon les experts en riz, l'Asie, la mer nourricière, ne sera plus capable de satisfaire la demande mondiale d'ici à 2030. Une situation révélée par le ministre en charge du riz lors de sa passation de charge. Aujourd'hui, tous les experts riz sont d'accord qu'à l'horizon 2030, l'Asie qui nourrit aujourd'hui l'Afrique sera elle-même importatrice nette de riz. Alors, question, comment combler ce gap des 50% de la production nationale et couvrir le rythme de croissance de la consommation intérieure? Une consommation portée par 3 facteurs. Le croît démographique, il est de 3,3% par an. L'urbanisation galopante. Un Ivoirien sur 2 est citadin contre 1 sur 3 au lendemain des indépendances. Dernier élément, le changement de régime alimentaire. Il faut donc se donner les moyens de produire beaucoup et mieux pour assurer l'autosuffisance en riz des Ivoiriens. Cela pour tenir compte des enjeux de la sécurité alimentaire et la stabilité sociale des ménages. Une interrogation s'impose donc. Est-ce réaliste de croire que la Côte d'Ivoire peut être autosuffisante en riz? On peut être autosuffisant en riz. Il faut la volonté manifeste de l'État. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des formations au niveau de la production. Mais il faut qu'il y ait 3 chaînes de valeur au niveau du riz, c'est-à-dire la production, la transformation et la commercialisation. Le temps est donné, mais à une condition, cibler les investissements. Il faut investir dans les semences, il faut investir dans la mécanisation, il faut investir dans le transfert de technologies parce que ça c'est important. On peut avoir la technologie et puis si ce n'est pas transféré aux paysans, et ça c'est la formation, il faut former les pays. Et puis il faut aussi améliorer les systèmes d'irrigation dans certains pays. Vous avez dit améliorer le système d'irrigation. En Côte d'Ivoire, avant d'améliorer le système d'irrigation, il faut commencer par mettre en valeur les nombreux bas-fonds. Sans compter ceux qui cernent les villes, comme ici, à Gagnoa. Pour ces bas-fonds autour des villes, une précaution est à prendre. Sécuriser les terres. La plupart des bas-fonds de la ville sont annexés par les habitations. Il y a des bas-fonds même où les gens ont planté des bornes pour construire. Donc il y a lieu d'interpeller les autorités pour qu'on nous fasse des nouveaux aménagements. Notons à toutes fins utiles que les superficies irriguées fournissent 36% de la production nationale pour 17% des superficies rizicoles de la Côte d'Ivoire. La cible de la formation. Depuis 4 ans, la coopération chinoise forme des riziculteurs ivoiriens sur 15 jours à Guigidou, dans le département de Divo. À ce jour, on en dénomme plus d'une centaine et les acquis sont notables. Vraiment, quand je suis arrivée, c'était émouvant de voir que la machine travaille. Or, bien avant d'arriver ici, on faisait tout à la main, à la daba. Avec les nouvelles techniques que nous avons appris ici l'année dernière, et quand nous sommes partis, on a expérimenté sur le terrain et on a augmenté de production jusqu'à 4 tonnes. Sur le tableau des semences, les ressources humaines et le savoir-faire existent, avec un bémol, l'encadrement conséquent. Le processus de production des semences même est tellement compliqué. Quand tu veux même t'y mettre, l'administration, c'est pas facile. Les contrôleurs semenciers qui vont venir pour approuver ta semence, par exemple, qui jusqu'à Abidjan. Et même quand bien même tu fais la demande, tu dois payer, et des fois même ils ne viennent pas. Donc quand c'est comme ça, la semence que tu veux produire n'est pas certifiée. Dernière cible de l'investissement préconisé, la mécanisation. À ce niveau,
l'État a montré toute sa disponibilité. C'était à l'occasion du Sahara 2019, par la remise de tracteurs. Dernière manifestation des pouvoirs publics à vaincre ce signe indien, l'avènement d'un ministère dédié à la promotion du riz. Dans la même veine, l'Office national du développement de la riziculture, ONDR, est devenu une agence pour répondre avec diligence aux préoccupations des acteurs de la filière. Tout cela pour traduire en actes l'adage « qui veut aller loin ménage sa monture ». La production du riz en Côte d'Ivoire sur les sentiers de l'autosuffisance, un dossier réalisé par Noël Gnagno, spécialiste en économie. La coalition du secteur éducation-formation a appelé les enseignants à une grève à compter d'aujourd'hui, mardi 28 janvier. Nos équipes ont sillonné plusieurs communes, notamment Trècheville, Cocody et Bangerville. Et dans les établissements de ces communes, enseignants, professeurs et élèves étaient présents à leur poste. Les cours se sont déroulés normalement ce mardi. Didier Nguessan. École primaire publique dans nos villages. Ambiance des jours ordinaires. Enseignants et élèves sont en classe. Le directeur reçoit un inspecteur de l'enseignement primaire. Ensemble, ils s'assurent de l'effectivité des cours. Ce matin, nous avons constaté qu'il y a tous les maîtres qui sont en classe. Chacun travaille. Et certes, on a appris qu'il y a une grève, mais nous ne sommes pas pratiquement concernés puisque nous sommes au travail. Ce matin, madame nous a envoyé venir vérifier au moins la présence des enseignants. Je suis venu, pour le moment, en tout cas, je vois que tout le monde est présent. Voilà, il n'y a pas encore eu d'absent. Autre commune, même constat. Dans cette école primaire de Bangerville, les instituteurs sont au travail. La situation est sereine, toutes les classes sont ouvertes, tous les maîtres sont sur place, les élèves sont présents. Dans la commune de Trècheville, le lycée moderne grouille de monde. Ce professeur de maths rejoint sa classe, tandis que son collègue, lui, termine son cours. Dans l'ensemble des établissements visités, l'appel à la grève de la coalition du secteur éducation-formation n'a pas été suivi. L'opération Agir pour les jeunes phase 2 a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Les montants de financement pour les projets individuels vont de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Et pour les projets collectifs, les prêts sont plafonnés à 2 500 000 francs. 500 jeunes de la commune de Port-Bouët viennent de recevoir des financements pour un montant total de 256 millions de francs CFA. Amadou Ouattara. Agir pour les jeunes 2 est dans sa phase active. 500 jeunes de la commune de Port-Bouët reçoivent des chèques. Ces bénéficiaires pourront à présent entamer ou développer leur activité génératrice de revenus. C'est une belle initiative venant du gouvernement. Je suis dans le domaine de la restauration. Et avec ce fonds-là, je vais élargir mon espace et puis bien démarrer. J'ai reçu 500 000. Je compte rembourser pour que les autres puissent aussi bénéficier. Le montant total des chèques s'élève à 256 millions de francs CFA. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a rappelé les objectifs de la phase 2 de l'opération Agir pour les jeunes qui vise à terme l'insertion socio-économique de 19 500 jeunes à travers des projets structurants. Comme financement, 10 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Le ministre du Pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Abderrahmane Cissé, et le ministre du Tourisme, Siando Fofana, ont apporté leur soutien au ministre Mamadou Touré. Ils invitent les jeunes bénéficiaires à se mettre immédiatement au travail. Aucune région de la Côte d'Ivoire n'est omise dans le cadre du programme social du gouvernement. Donc nous sommes contents qu'à Port-Bouët, nous puissions effectivement remettre ces chèques. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins plus de 40% de ces chèques vont à des jeunes filles. 2071 autres jeunes de la commune de Port-Bouët seront financés pour un montant de 931 millions de francs CFA dans le cadre du programme Agir pour les jeunes 3. Et on parle de développement des paiements numériques en Inde. New Delhi a abrité une rencontre internationale des Nations Unies en vue de l'accélération des paiements numériques au titre de la protection sociale. Un partage d'expériences auquel la Côte d'Ivoire a pris part.
Dans l'actualité internationale, une nouvelle attaque endeuille le Burkina Faso. Des civils dans un village du nord ont été la cible. Le bilan fait état de 10 à 50 personnes tuées selon les différentes sources. Tous les hommes auraient été abattus et les femmes libérées. Malgré le recrutement annoncé de plus de 2000 soldats pour renforcer les effectifs, en plus des volontaires, les populations du Burkina Faso sont de plus en plus inquiètes. Et voilà pour ces 30 minutes d'actualité. Marine Conny, on vous donne rendez-vous à 23h. Mais surtout, restez avec nous sur RTI 1. Adama Kone de RTI 1, Augustin Couillot du quotidien Notre Voix auront face à eux le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme Bruno Nabagné-Koné. Le thème « Construction, logement et urbanisme, contribution à l'amélioration du cadre de vie des populations ». Bonsoir à tous.